Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à tous et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Nicolas Loire qui est chef opérateur, plus communément appelé Chef Op. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Alors je m'appelle Nicolas Loire, donc je suis directeur de la photographie ou chef opérateur, qui est le même poste mais qui a deux dénominations. On préfère souvent le nom directeur de la photographie puisque ça englobe la préparation, le tournage et la finition. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires pour ta profession ? Bien sûr, il y a une connaissance technique à avoir. On est technicien. Après, il y a de l'artisanat aussi. C'est-à-dire que pour moi, un tournage, c'est une addition de peu de métiers d'artisans qui vont chacun dans leur domaine avoir une expertise. Et cette addition-là va faire un film. Après, les compétences techniques, tu les acquiers continuellement, parce que le matériel change en permanence, donc il faut s'intéresser à tout ce qui existe, tout ce qui sort pour suivre ce qui se fait et puis faire évoluer ta palette d'outils. Mais les compétences, elles sont plus après artistiques et je dirais intellectuelles, où surtout en long métrage, je pense qu'arriver à une certaine expérience, techniquement on a à peu près tous le même niveau, on sait tous manier nos outils, et après c'est plus artistique et une relation personnelle avec un réalisateur qui fait que un réalisateur va choisir tel ou tel opérateur pour, au-delà des compétences techniques, c'est plutôt pour des compétences artistiques et une façon de travailler. Pour revenir un petit peu plus dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce domaine de métier ? Alors c'est assez bizarre parce que c'est chacun... Comme on a du mal à savoir à quel moment tu te dis j'ai envie de faire ça. Moi j'ai souvenir d'enfant, moi dans ma famille personne ne travaillait dans ce milieu-là. Et j'ai eu souvenir enfant avec mes parents, on a eu la chance d'aller en vacances aux États-Unis. Et on est allé visiter les studios Universal je crois que c'était Los Angeles. Et je me souviens que j'ai eu le sentiment d'avoir un déclic où juste l'univers visuel et ce que je voyais en visitant les studios me fascinait. Et donc je sais pas si c'est à partir de ce moment-là, mais ça m'a beaucoup intéressé. Et aussi mes parents m'amenaient beaucoup au cinéma quand j'étais enfant. Un réseau qui s'appelle Utopia, je sais pas si tu connais, c'est quoi, c'est une chaîne de restaurant? De cinéma, t'as beaucoup de cinéma d'auteur et aussi j'ai vu beaucoup de films avec eux enfants, de plein de genres différents. Et je pense que mon goût du cinéma, il est venu à partir de ce moment-là. Après, en stage de 3e, ma mère connaissait quelqu'un qui travaillait à France Info. Donc j'ai découvert la radio, qui est un autre média, mais qui est dans l'audiovisuel aussi, qui était intéressant. Et après, j'ai eu la chance de faire un stage je suis allé 2 jours sur un tournage, qui était un film qui s'appelait Lautrec, donc un film d'époque. Et j'étais fasciné, j'étais tout jeune, je devais avoir 14 ans. Ouais. Et je sais que, après j'ai continué mes études et j'avais 1 an d'avance à l'école et j'ai passé 1 an aux États-Unis en étudiant d'échange. J'ai passé mon bac là-bas. Et en revenant, j'ai intégré une école qui s'appelait l'ESRA, qui s'appelle toujours d'ailleurs. C'est une école en 3 ans. Et au bout de la 2e année, je me suis spécialisé en images. Parce que au début du cursus, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce qui m'intéressait. La photo et les images, plus que la réalisation. Et après, en 3e année, j'ai commencé ma 3e année et on m'a appelé pour être stagiaire sur une émission de télé qui s'appelait Caméra Café. Je sais pas si qui était sur M6. Si, ouais, la série. Ouais, voilà, la série. Et j'étais stagiaire mise en scène. Donc j'ai commencé j'ai commencé sur cette série, c'était en 2001, 2002. Et en sortant de l'école, j'ai été intermittent. Quand j'ai fini ma 3e année,
Je faisais école et travail en même temps et je suis sorti, j'étais intermittent. Donc c'était une vraie chance de pouvoir tout de suite travailler et vivre de ça. Mais donc j'ai commencé en étant assistant réal et en parallèle j'ai fait beaucoup de clips et de courts-métrages. Et le clip m'a amené à la publicité via des boîtes de production. Tu vois, quand je faisais des clips, je rencontrais des réalisateurs, des boîtes de prod, et ces boîtes de prod souvent faisaient des pubs. Et ça m'a amené à faire de la pub. J'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours beaucoup. Et via les réalisateurs que je pouvais rencontrer en pub, tu vois, j'ai fait mon premier long métrage avec un de ces réalisateurs. Et après, de fil en aiguille, tu rencontres d'autres réalisateurs, d'autres productions, et voilà. Ok. Ça marche. Et du coup, toi qui es dans ce milieu depuis des années maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier en règle générale et ton évolution professionnelle aussi? J'ai commencé vraiment dans le clip, pub, et en publicité, la dernière fois je comptais pour m'amuser, je dois être à plus de 250 ou 300, donc ça commence à faire. Des clips, je dois en avoir fait une cinquantaine ou soixantaine, et des longs métrages, j'en suis à 9, 10, 9. Donc le ratio est pas du tout le même, mais j'aime bien, moi, j'ai une chance de pouvoir alterner entre la publicité et le long métrage, ce qui permet de pouvoir choisir tu vois, les films sur lesquels je veux travailler, donc ça c'est une chance. Au niveau la dernière fois je lisais une interview de Gérard de Battista, qui est un grand chef opérateur, directeur photo, et il avait une analogie qui était intéressante. Il disait si tu considères une équipe de film comme un orchestre, t'as le chef d'orchestre qui est le réalisateur, et t'as plusieurs premiers violons. T'as le chef opérateur, qui est un des premiers violons, t'as les comédiens, et après t'as d'autres chefs de poste, chefs décorateurs, et je trouvais ça intéressant, parce que après, sous chaque, on va dire, corps de métier, on a tous après des équipes sous nos ordres, et chacun gère son département, pour à la fin servir le chef d'orchestre. Et je trouvais ça intéressant. Et donc moi, à mon poste, je suis donc responsable de l'image du film, de la conception jusqu'à la salle. Donc je supervise tout ça, c'est-à-dire que là, tu vois, je commence un film en janvier. Fin janvier, là, on est en prépa, en repérage. Donc je commence à faire les repérages avec le réalisateur, le chef déco, on choisit les décors ensemble. Là, je suis en train de discuter avec la chef costumière des costumes, le chef déco, on parle de couleurs, donc tout ça supervisé par le réalisateur. Et moi, mon rôle, c'est de retranscrire tout ça à l'image. Donc après, il y a le tournage. Donc c'est comment tu vas découper une scène. Donc ça, c'est un travail de découpage avec le réalisateur que tu fais soit en amont, si tu as un réalisateur qui souhaite tout préparer vraiment en amont. Tu as d'autres réalisateurs qui préfèrent faire une mise en place le jour même, et selon le déplacement des comédiens, de dire voilà, on va mettre la caméra ici. À moi, donc si le réalisateur avec qui je travaille veut travailler comme ça, moi de mon côté, je dois lui fournir tous les outils pour pouvoir le faire. Donc j'essaye d'anticiper au maximum, de dire sur cette journée-là, je pense qu'on va avoir besoin d'un steadicam, on va avoir besoin d'une grue, on va avoir besoin de tel instrument pour répondre aux demandes du réalisateur. Donc ça, c'est pour le tournage. Et pendant le tournage, donc moi je gère l'équipe caméra, donc mon premier assistant caméra qui est en charge du bon fonctionnement de la caméra et du focus, du point. Parce que le point au cinéma, il est fait à la main, il n'est pas automatisé, parce que c'est un moyen d'expression. Le point, par exemple, dans une scène, tu vas choisir de faire le point sur un personnage qui parle, mais tu peux aussi choisir de faire le point sur la personne qui est en face, qui ne dit rien mais qui écoute. Donc c'est un choix artistique qui doit être fait par un humain, pour l'instant. Après, maintenant sur certaines caméras, tu peux, même sur l'iPhone, tu peux par exemple tourner et choisir le point en post-production. Donc ça, c'est une évolution technique, on verra par la suite, mais en tout cas pour l'instant, le premier assistant, lui, il est en charge de ça, de faire le focus. Après, dans l'équipe caméra, tu as d'autres assistants qui gèrent le matériel, le bon fonctionnement. Donc tu as ça. Après, j'ai l'équipe électrique,
qui regroupe donc le chef électricien et les électriciens, qui eux sont en charge des projecteurs, des projecteurs de lumière. Ouais. Donc après c'est pareil, c'est une discussion avec le chef électricien, le réalisateur. Telle scène. Après c'est moi qui vais décider de où on met des projecteurs, qu'est-ce qu'on éteint, qu'est-ce qu'on allume. Maintenant aujourd'hui, ce qui est assez intéressant avec les caméras numériques, c'est que on travaille pas forcément en lumière additive, on va pas forcément ajouter de la lumière, mais on travaille aussi en soustraction, où par exemple tu es dans une pièce et on va plutôt éteindre des lumières pour créer du contraste, plutôt qu'en ajouter. Selon ce que tu veux, selon le film et selon ce que tu veux faire, mais c'est avec un chef électricien, on va aussi travailler le contraste de l'image en enlevant de la lumière, plutôt qu'en en rajoutant. Donc c'est intéressant, c'est une nouvelle façon de travailler. Et comment tu fais du coup concrètement pour enlever de la lumière? T'ajoutes des panneaux? Par exemple, si tu es dans une pièce où tu as 4 fenêtres, est-ouest, on va dire, tu as 2 fenêtres à l'est, 2 fenêtres à l'ouest, si tu veux donner du contraste à ton image, par exemple, tu vas, ce qu'on appelle borgnoler, tu vas occulter la lumière d'un côté pour créer du contraste. Okay. Donc si tu tournes dans un sens, tu vas par exemple occulter 2 fenêtres, et puis si après tu retournes ta caméra, tu vas peut-être occulter d'autres fenêtres, en ouvrir d'autres. Donc en fait tu gères la quantité de lumière qui rentre dans une pièce. Et ça tu le fais avec les électriciens et les machinistes. Et les machinistes, donc c'est eux qui sont en charge du déplacement de la caméra. Le travelling, la grue, le trépied sur lequel tu vas mettre ta caméra, et ils sont aussi en charge de la sécurité sur un plateau. Donc c'est eux, par exemple, quand tu vas aller accrocher un projecteur au-dessus du public ou au-dessus de comédiens, c'est eux qui vont les sécuriser pour être sûr que si quelque chose se décroche, il tombe, mais s'il tombe, il est accroché par un câble. Donc en gros ils sont en charge de ça, quoi. Donc c'est toute une équipe d'artisans où chacun a une spécificité dans son domaine et une expertise, et voilà, moi je dois gérer ça selon la scène, la demande. Tu vois, là par exemple on tourne en janvier, je tourne à la Sorbonne, et on va tourner on va tourner la journée, mais la scène se passe de nuit dans le film, et donc on va borgnoler en repérage, on dit voilà, il y a une verrière, il faut aller borgnoler cette verrière. Donc après tu parles avec les machinistes techniquement comment faire, est-ce qu'on peut mettre du poids sur la verrière, quel matériau utiliser, enfin voilà, c'est tout, c'est gérer toutes ces équipes là. Et donc ça c'est tout le tournage. Après il y a le montage, donc moi où j'interviens pas, et une fois que le montage est terminé et validé, on va étalonner le film. Donc c'est harmoniser les couleurs d'un film, parce que un film qui dure 1h30, généralement il est tourné en 8 semaines, en 2 mois. Et par exemple, je peux filmer la première scène du film au début du film et la deuxième à la fin du film. Tout est tourné en désordre pour des questions d'organisation. Et après, moi je dois harmoniser les couleurs pour donner une teinte au film. Et c'est une étape qui est très importante, qui dure entre 2 et 3 semaines, parfois 1 mois. Donc c'est assez long, où tu vois le film. Par exemple, sur un film à l'étalonnage, je vais le voir une 20aine de fois, je pense. Ouais. Donc on travaille par section par morceaux qui sont découpés on va dire en bobines. Tu fais une première passe d'étalonnage avec ton étalonneur sur le réglage de la densité des images, de la couleur, du contraste, pour donner une teinte et un look au film, pour que l'œuvre finale elle ait une homogénéité visuelle désirée. Mais ça c'est pareil. Par exemple, là je viens de faire des tests d'optique, donc j'ai filmé dans un de nos décors avec une caméra et différentes marques d'objectifs pour retranscrire l'émotion et le sentiment que veut le réalisateur à l'image. Et d'ailleurs ça arrive des fois qu'on change de caméra ou d'optique selon, enfin tu vois, pour un même film Alors ça peut arriver. Après ouais, ça peut arriver. Tu peux par exemple, si tu as un film qui a différentes étapes, on va dire, tu peux faire le choix de partir avec des optiques qui sont plus douces au début, les durcir au fur et à mesure. Tu peux, bien sûr, ça se fait. Tu peux changer de format, tu peux changer plein de choses.
Et ouais, ça se fait. Tu peux changer. Généralement, c'est pas habituel. Hein. Généralement, on part avec un type de caméra et tu fais tout film avec, mais tu peux changer pour des questions artistiques. Il y a aussi des raisons techniques parfois où tu as une caméra qui est trop volumineuse et tu vas faire une scène dans une voiture, dans un lieu minuscule. Bah, tu peux prendre une autre marque de caméra ou un autre modèle qui est plus compact, avec des optiques aussi plus compactes. Mais à la fin, tu harmonises justement l'étalonnage de toutes ces images. Okay, donc du coup, toi, tu es présent pendant toute la phase d'étalonnage. Ouais. Ouais, après, c'est pas moi qui manipule le logiciel, ouais. C'est un étalonneur ou une étalonneuse qui, eux, pareil, ont une expertise parce que c'est un logiciel qui est extrêmement complexe. Et après, donc, une fois que le film est fini, on va vérifier aussi la copie, ce qu'on appelle le DCP, qui est Avant, donc, on projetait les films en pellicule, et maintenant, c'est un fichier numérique. Et bah, pareil, ce fichier numérique, il est projeté, on va vérifier que ce qu'on a fait à l'étalonnage est bien conforme et bien retranscrit sur le DCP. Des fois, tu peux avoir des surprises où quand le DCP est calculé, bah, d'un coup, le contraste est plus bon, donc ton image est trop sombre, trop claire. Voilà. Et donc ça, c'est pour la salle. Et une fois que la copie de la salle est validée, on fait aussi on vérifie la copie vidéo du film, parce que c'est pas les mêmes réglages d'étalonnage entre une image qui est projetée sur un écran de cinéma et une image qui est un fichier vidéo qui est lu sur un ordinateur ou une télé. Donc pareil, l'étalonneur il ajuste la luminosité de l'image pour que quand tu regardes un écran, pareil, ça soit l'image voulue. Parce que c'est pas du tout le même réglage entre une image projetée et une image que tu vas visionner sur un écran. Et maintenant ça se complexifie encore puisque tu as des écrans HDR, donc c'est High Dynamic Range, où tu as une possibilité de luminance qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et pareil, c'est que de l'ajustement. Donc moi, mon rôle, c'est après de vérifier aussi tout ça. L'image du DVD, tu vois, c'est pour ça que le terme directeur de la photographie il est intéressant, parce que tu valides la photographie du film jusqu'au bout. C'est pas que l'opérateur qui est au tournage et qui tourne le film. C'est vraiment un poste global où tu es responsable de l'image. Et à la fin, c'est toi qui signes l'image du film. Ah, donc du coup, tu dois le voir vraiment une pléthore de fois, le film. Ah ouais. Tout. Ouais. Et tu le vois... tu vois le monteur. Après, je le vois moins que le monteur ou le réalisateur, bien sûr, mais oui, je le vois très souvent. Je le vois je dirais, la dernière fois j'ai compté, je crois que c'était une bonne vingtaine de fois. Et à la fin, t'as plus de recul du tout sur le film, t'as beaucoup de mal à juger le film. J'arrive, moi, quelques années après, à revoir le film et savoir si c'était un bon film ou pas. Mais sinon, c'est vraiment très dur. Parce que tu vois plus que les défauts, tu vois plus que... Ouais, forcément. T'es pas un spectateur lambda, donc... Ouais, c'est sûr. Et du coup, pendant la phase de préparation, est-ce qu'il y a encore des storyboards? C'est quelque chose qui se fait encore? Ok. Ça, c'est encore une fois... Alors, c'est selon les réalisateurs. T'as des réalisateurs qui storyboardent tous leurs films. Et t'as des réalisateurs qui ne storyboardent pas du tout. C'est vraiment... ça dépend vraiment du réalisateur. Et souvent, par contre, on storyboard les scènes complexes, donc qui sont soit complexes en effets visuels sur le plateau ou en VFX. Donc les SFX sont les effets plateau, de la fumée, des explosions réelles, des tirs balles à blanc, tout ça. Donc ça, c'est les SFX. Et après, les VFX, qui sont les vidéos, qui sont les effets spéciaux numériques, qui parfois aussi demandent un storyboard parce qu'il faut quantifier le travail nécessaire. Par exemple, tu tournes une scène, un film d'époque dans Paris. Est-ce que comment tu tournes un film d'époque? Est-ce que tu as 3 plans où tu vas devoir étendre une rue et par exemple tu tournes au Second Empire, tu dois effacer des lampadaires, tu dois rajouter une profondeur de rue avec des chevaux, avec des personnages numériques. En préparation du film, tu dois savoir si y a 2 plans, 3 plans, 15 plans, 20 plans, parce que c'est pas le même prix. Et t'as besoin de... Donc tout ça se quantifie. Donc souvent le storyboard, on le fait sur les scènes d'action
ou les scènes qui nécessitent donc des SFX et des VFX. Et sur les scènes d'action, on le fait pour des questions aussi de sécurité, pour pouvoir bien préparer une cascade, de dire là sur ce plan-là, la voiture va se retourner, où est-ce qu'on met les gens, où est-ce que sont les caméras. C'est-à-dire que ça s'improvise pas pour des raisons, c'est pour pas qu'il y ait d'accident. Et puis il y a des réalisateurs qui veulent voir leur film, ça leur permet de visualiser leur film avant de le tourner. Et concernant le tournage, du coup, tu as parlé de faire le cadre. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est moi qui ai l'œil dans la caméra et qui manipule la caméra, qui cadre, donc qui a la caméra sur l'épaule ou sur un trépied ou sur une dolly, et c'est moi qui fait le cadre du film. Donc c'est un poste qui est... Si je devais choisir entre faire la lumière et cadrer, je pense que je cadrerais, parce que c'est vraiment pour moi l'essence même du langage cinématographique, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait, toute l'équipe technique qui s'engage et qui fournit un travail, c'est pour à la fin finir dans l'œilleton d'une caméra, enfin dans le viseur d'une caméra et impressionner soit un négatif quand tu tournes en pellicule, soit un fichier numérique, mais le travail de tout le monde, finalement, l'entonnoir se finit dans la caméra. Donc, je suis vraiment le premier spectateur, parce que c'est moi qui suis à l'image et qui choisit de montrer des choses ou de pas en montrer certaines. Donc c'est un moment du tournage que moi j'apprécie beaucoup, parce que le silence se fait et d'un coup tout le monde est concentré et c'est à toi tu diriges l'œil du spectateur finalement dans la scène que tu es en train de filmer. Et tout à l'heure aussi tu parlais des différents formats d'images. Ouais. Typiquement 4 tiers, 16 neuvième. Est-ce que il y en a des nouveaux, tu vois, qui se mettent qui deviennent un peu plus populaires? Qu'est-ce qui fait des fois tu vas partir sur l'un ou l'autre? Encore une fois, le choix du format, donc il est vachement important, il est décidé en prépa avec le réalisateur, parce que encore une fois tu choisis l'angle de vision par lequel tu vas voir le film. C'est-à-dire que soit si t'es en 2.35, en cinémascope, tu vas pas voir une scène de la même manière que si tu le filmes en 4 tiers ou en 16 neuvième. C'est vraiment, tu choisis la fenêtre à travers laquelle tu regardes le monde. Donc c'est un choix artistique qui est fait en préparation. Et les formats évoluent, tu as des modes, ça dépend vraiment, tu as des réalisateurs qui tournent que en 1.85, d'autres qui tournent que en anamorphique. Encore une fois, c'est un outil, donc c'est un outil qui est utilisé. Ok, parce que justement, j'allais te demander, en effet, les formats, ils sont souvent... Enfin, vous choisissez aussi le format parce que la salle, en fait. Exactement. Parce que tu sais, si ton film, par exemple, est produit par Netflix, tu sais qu'à la fin, c'est un écran d'ordi ou une télé, et le choix de ton format va être différent si tu fais un film qui est destiné à l'ordinateur ou à la salle. Donc souvent tu le sais avant. Après, tu vois, j'avais fait un film juste après le confinement, qui est sorti après le confinement, qu'on a tourné en scope, qui était destiné à la salle, et finalement il n'est pas sorti en salle, il a été acheté par Netflix directement. Donc c'est marrant. Après il y a aussi le fait que de toute façon, même s'il sort en salle, dans tous les cas, il sera en vidéo après. Ouais, sa vie après, mais en vidéo. Toute la chaîne de post-production, là je te parle de l'étalonnage, où elle est faite en salle. Elle est faite pour l'expérience salle. Parce que la rentabilité, elle est faite surtout à travers la vente des places de cinéma. Et donc nous, quand on travaille, on pense d'abord à la salle, et l'écran d'ordinateur, c'est à la suite, mais l'expérience est tellement différente que nous, on privilégie l'expérience en salle d'abord. Ouais, forcément. Est-ce que tu trouves que ton métier, il a changé entre tes débuts et maintenant? Pas trop. Non, après ce qui change, c'est les outils, mais la fonction n'a pas trop changé, je trouve. C'est vraiment la seule chose ce qui a changé, je trouve, c'est que quand moi j'ai commencé, on tournait encore pas mal en pellicule.
Et quand tu regardes, comment tu sais, quand tu regardes un écran sur un plateau de cinéma où on tourne en pellicule, avant la qualité de l'image sur l'écran est vraiment médiocre, parce que c'est une toute petite caméra qui filme le verre dépoli de la caméra. Alors que donc le directeur photo était le seul garant de l'image rendue, c'est-à-dire que on était le seul à savoir vraiment à quoi va ressembler l'image, alors que maintenant, comme on est beaucoup en numérique, tout le monde sur le plateau a quasiment l'image finale du film. Donc ça change pas l'implication, mais le regard des gens sur l'image du film. Avant, on était un peu, tu vois, le savant fou qui savait, tu regardais une image, tu avais des fenêtres qui étaient complètement explosées à l'image, tu voyais rien en fait, dans l'écran de contrôle. Et toi, tu savais que ta fenêtre était surexposée de tant de diaph, donc oui, c'était surexposé à la vidéo, mais sur la pellicule, ça serait très bien. Donc ça, nous, on avait ce savoir-là, et maintenant, tu regardes un écran vidéo, parfois tu étalonnes en direct sur le plateau avec un étalonneur, où tu as une lutte qui va donner un look au film. Donc chacun peut voir l'image finale. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun va aussi pouvoir donner son avis. Et les avis de tout le monde l'avis de chacun est intéressant. Tu vois, le chef costumier va voir la couleur de telle chemise dans le décor avec la lumière. Donc après, il y a un échange qui s'installe avec différents postes, par exemple le chef décorateur ou le réalisateur. Et donc je trouve ça vachement enrichissant. Enfin, moi j'aime bien l'idée que tout le monde puisse voir l'image du film. Pour revenir un peu sur ta filmographie, tu as travaillé sur des films assez différents comme Novembre de Cédric Jiménez, Je verrai toujours au visage de Jeanne Herry ou encore Soudain seul de Thomas Bideguer. Comment est-ce que tu abordes des longs métrages qui peuvent être aussi différents et te font passer d'un huis clos plutôt intimiste à un film sur une île déserte avec, je suppose, plus de contraintes liées à la lumière naturelle par exemple? C'est ça que j'aime beaucoup, moi. C'est justement... moi, mon travail, c'est vraiment de retranscrire au mieux l'idée qu'a un réalisateur. Donc je suis vraiment là pour l'accompagner. Donc si comment tu vois, Novembre de Cédric Jiménez, c'est un film qui est beaucoup à l'épaule, très énergique, le montage est très énergique, le film il est t'es en apnée pendant 1h30, enfin c'était l'idée. Je vais pas l'aborder de la même manière que Je verrai toujours au visage de Jeanne Herry, qui est plus posé, où on prend le temps d'écouter des gens parler, des gens écouter, on prend le temps de filmer des silences. Donc moi, je l'aborde vraiment, je suis là pour le ou la réalisatrice, donc ses envies. Moi, je suis là pour vraiment retranscrire ça. Donc c'est un métier d'adaptabilité là-dessus. C'est que j'ai pas à imposer ma vision, je donne mon avis. Mais la vision finale, c'est vraiment la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc je l'aborde comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de capter le maximum d'informations pour retranscrire au mieux ce qu'ils avaient en tête. Et t'as des réalisateurs qui sont très précis, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc mon métier il est intéressant là-dessus aussi, c'est d'essayer de comprendre les dits et les non-dits pour... à la fin que l'image que tu vois sur le film, enfin que tu vois à l'écran, serve le sujet. J'avais rencontré un directeur photo qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de belles il n'y avait pas de belles photos ou de moches photos d'un film, et il y avait une image juste ou une image qui n'était pas juste. Et sur certains films, le fait de faire une image trop belle picturalement, ça peut être une direction qui est fausse par rapport au film. Si tu as besoin d'un film cru ou d'une image crue, visuellement elle est peut-être pas très belle, tu vois, si tu prends l'image à part, mais dans le produit final, elle est juste parce qu'elle sert le sujet. Le contexte du film. Le contexte du film fait que, oui, telle lumière est peut-être pas très belle, mais la scène elle demande ça en fait. Et du coup, justement, pour la différence avec, tu vois, lumière studio et lumière naturelle, ouais. Comment ça se passe? Parce que typiquement, Soudain seul... Alors, Soudain seul de Thomas Bideguer, on était donc en Islande, qui est un peu le paradis des directeurs photo, parce que la lumière là-bas est très particulière. Elle
on a tourné en septembre-octobre 2022. Donc la durée de jour, elle est à peu près équivalente en France. Donc j'avais pas... Quand si tu tournes là-bas au mois de juin, bah, tu as 20 heures de soleil de jour par 24 heures. Et les 4 heures de nuit, c'est plutôt du chien et loup. Donc c'est vraiment très beau. Mais là, nous, on voulait avoir pas mal de nuits aussi. Donc on a tourné... Pardon. On a tourné en septembre-octobre. Et là-bas, donc j'avais pas beaucoup de matériel. Donc l'idée, c'était plutôt de tourner aux bonnes heures pour exploiter la lumière naturelle au maximum. Donc là, c'est un travail avec l'assistant réalisateur dans le plan de travail pendant les repérages. Donc moi, on va repérer tous les décors. Sur chaque décor, je vais regarder la course du soleil, savoir à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche, quelle est sa course. Et après, je vais essayer de placer les comédiens dans l'axe qui convient à la scène. Donc soit tu vas choisir si tu veux voir le comédien dans un axe, est-ce que le soleil est face à lui, est-ce qu'il est dans son dos, ça raconte pas la même chose, est-ce que le personnage est en contre-jour, est-ce qu'il est éclairé de face. Donc ça, c'est en fonction de l'heure dans chaque décor, je vais pouvoir dire à l'assistant réalisateur, je préfère tourner cette scène le matin parce que le soleil est à gauche, ça va les éclairer de côté. Là, je préfère qu'on tourne en fin de journée, juste avant la tombée de la nuit, parce que je voudrais que l'image soit assez sombre et qu'on soit en chien et loup. Donc après, quand tu tournes en extérieur, c'est d'abord de choisir le bon horaire, très important. Alors parfois, c'est pas possible pour des histoires de plan de travail, mais ça, ça arrive, quoi. Et après, quand on tourne en extérieur comme ça, c'est là où, ce que je disais, on utilise la soustraction de lumière. Par exemple, pour contraster une image, je peux faire construire 2 cadres de 6 mètres par 6 mètres en noir pour occulter une partie du ciel, pour que la lumière qui arrive sur un personnage soit, par exemple, principalement venant de la gauche, et tout ce qui vient de la droite, moi je vais le noircir pour que... Et en fait, tu gères le modelé de l'image comme ça, en ajoutant de la lumière. Si par exemple je vais ajouter un projecteur parce que le visage est trop sombre, je vais rajouter un peu de lumière, soit avec un projecteur électrique, soit avec un réflecteur. Et de l'autre côté, je peux assombrir avec du noir, par exemple. Ou tu peux diffuser, si tu tournes en plein soleil, tu peux tendre des grands cadres avec de la diffusion pour choisir la dureté du soleil sur le personnage. Ah oui, il y a quand même beaucoup de choses avec lesquelles tu peux jouer. Ouais, tu peux jouer avec pas mal de choses, mais après tu restes tributaire de la météo. Le seul truc qu'on peut pas contrôler, c'est ça. Donc, par exemple, sur Novembre, qui est un film qui se passe en novembre 2015, on a tourné en juin, juillet, août, en plein été. Et donc, moi, tous les extérieurs jours, ma crainte était qu'on soit en plein soleil. Et on a eu une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on sortait dehors, il faisait gris. C'était un été où il a beaucoup plu, donc moi j'ai été le seul de l'équipe à être content, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que tous les extérieurs, par exemple quand tu tournes sur une scène, on avait une scène sur une dalle à Gennevilliers, à Gennevilliers je crois, je peux pas en fait assombrir, je peux pas diffuser le soleil qui arrive quand le lieu est trop grand, donc là je suis tributaire de la météo. Et parfois, quelquefois, on regarde la météo avec l'assistant réalisateur et à 3 jours, si on sent qu'il pleut aussi, s'il va faire beau, ça peut arriver qu'on décale une scène parce que la météo va pas être bonne. Donc ça, c'est possible aussi. Toi, du coup, comme tu arrives très très tôt dans le démarrage du projet, à quel moment tu intègres l'équipe concrètement et qui t'appelle pour intégrer l'équipe, tu vois ? Est-ce que c'est producteur, directeur de production, la réal Ça dépend. Ça dépend vraiment. Tu peux faire un film avec un réalisateur avec qui tu as déjà travaillé, donc si ça s'est bien passé, s'il veut recollaborer avec toi, il va t'appeler quand il prépare un film. Ça peut être une production qui t'appelle, qui te dit je prépare un film avec tel réalisateur, son opérateur ou son opératrice habituelle n'est pas disponible. Est-ce que ça t'intéresse de lire le scénario, de le rencontrer ? Après, tu peux aussi avoir ton agent qui te dit on m'a envoyé tel scénario, ils n'ont pas d'opérateur, lis et vois si ça t'intéresse. Donc tu as différentes façons d'arriver sur un film.
Et après, l'étape la plus importante, c'est la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Donc tu fais un rendez-vous, c'est comme un casting. Tu vas rencontrer la personne. Donc souvent, tu as lu le scénario en amont. Et c'est une discussion qui est vachement importante parce que si tu connais pas la personne, c'est là où tu fais connaissance et où tu peux commencer à percevoir la façon dont le réalisateur voit son film. Et à l'inverse, lui, il va aussi percevoir chez toi si tu as compris le film qu'il veut faire. Donc c'est un moment qui est assez stressant parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui a travaillé depuis 2 ans sur un scénario, où là, c'est vraiment l'étape où on va filmer. Donc comme c'est un poste qui est très important sur un tournage, par rapport au réalisateur, il faut que ça matche, quoi. Il faut qu'on ait la même vision du film, faut qu'on s'entende bien. Est-ce que ce serait qu'au final, lui, il a l'idée, et toi, tu tiens la caméra, quoi. Ouais. Donc, après, il y a des réalisateurs qui cadrent aussi. Tu peux avoir des réalisateurs qui cadrent parce que, comme ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, ils ont le sentiment que voilà, ça sera jamais mieux que si eux cadrent, ce que je peux comprendre. Tu vois, ça dépend vraiment des gens, quoi. Mais après, tu vois, c'est là où je pense que cette rencontre elle est importante avec le réalisateur parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que techniquement, quand tu as un petit peu d'expérience, on est sur tous les opérateurs ou opératrices disponibles, on sait tous faire des bonnes images et on a tous le même bagage technique. Après, faut qu'il y ait une rencontre artistique qui ait lieu avec un réalisateur. Et c'est vraiment, après, ça se joue plus sur l'humain, je pense. Est-ce que, par exemple, tu vois, quand on est parti en Islande, la rencontre avec Thomas était vachement agréable. Et puis, je pense que lui, de son côté, il a dû se poser la question, est-ce que je suis prêt à partir 2 mois sur une île avec cette personne ? Parce qu'après un tournage, c'est fatigant. Est-ce que quand tout le monde est épuisé, est-ce que tout le monde garde sa bonne humeur ? Enfin, tu vois, après, les tournages un tournage à sa vie propre. Donc, tu as des hauts et des bas. Et toi, en tant que chef de poste, tu te dois de porter ton équipe aussi. Tu as le réalisateur qui est le capitaine qui va tirer toute l'équipe vers le meilleur film possible. Et nous, en chef de poste, donc chef déco, chef opérateur, ingénieur du son, chacun a une équipe propre sous ses ordres et c'est à nous d'insuffler la bonne dynamique pour que le tournage se passe bien. Le truc qui est important, je trouve, c'est que, et auquel on n'est pas formé quand tu es chef de poste, c'est l'aspect managérial, je sais pas si ça se dit, de l'équipe, humainement. C'est-à-dire que une grosse partie de mon travail, c'est aussi gérer mon équipe, de choisir les bonnes personnes pour tel ou tel projet. Par exemple, je sais que sur certains films, je partirais plus avec tel technicien qu'un autre. Alors après, maintenant j'essaie de travailler souvent avec les mêmes personnes parce que je pense avoir trouvé les bons collaborateurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette formation de gestion de crise, tu vois, tout ça qui pourrait être intéressant. Ouais, en fait, ça reste très artistique, mais on oublie le côté humain qui est très important, quoi. Ouais, on dit souvent, c'est un métier d'artisanat, donc c'est beaucoup d'artisans qui sont mis ensemble, mais on n'a pas vraiment de formation là-dessus sur comment tu vas gérer ton équipe, donc tu le fais en apprenant, mais je trouverais intéressant dans les formations, tu vois, à l'école, je sais pas, de t'apprendre à gérer des problèmes, pas t'apprendre, mais te donner des conseils finalement sur les problématiques que tu pourrais avoir sur une équipe de tournage, parce que t'as quand même beaucoup de personnes. Généralement, on est entre 100 et 200, donc ça... Tu vois. D'ailleurs, justement, t'as dit que tu côtoyais pas mal Machino, chef électro, le ou la réal, et t'as d'autres métiers comme ça que tu côtoies directement, quasiment tous. Tous, parce que quand la journée arrive, quand la journée commence, par exemple, donc t'as fait tes repérages avant, mais quand t'arrives sur un décor, tu parles à tout le monde. Par exemple, c'est tout bête, tu tournes dans une rue, on a ventousé la rue en amont, parce que c'est un film d'époque. Et t'arrives ce jour-là, il y a 2 voitures qu'on n'a pas réussi à enlever.
qu'est-ce qu'on fait? Donc là, tu parles à la régie. Ok, est-ce que les voitures qui sont là, est-ce qu'on va réussir à les enlever pour l'heure du tournage? Oui. Non. Alors si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le découpage? Est-ce qu'on on parle avec la déco? Est-ce qu'on a un moyen de le masquer? Donc en fait, c'est une résolution de problème. Un tournage, c'est vraiment... t'as un plan, et souvent t'as des imprévus, et c'est quelle est la meilleure façon de résoudre tous ces imprévus. Donc après, moi, je suis vraiment en rapport avec tous les départements. Le maquillage, les costumes, les comédiens surtout. Enfin, les comédiens, pareil, je suis le premier spectateur de leur jeu. Je suis très proche d'eux. Ce que je disais sur le film de Jeanne Herry, moi j'étais vraiment à 2 mètres des personnages, donc j'étais la première personne qui recevait le jeu du comédien. Et après, ça passe dans la caméra, t'as la réalisatrice Jeanne qui voyait les images sur un moniteur. Mais le premier spectateur, c'est moi, sur le plateau. Et après, non, le dialogue avec tous les chefs de poste et toute l'équipe est important parce que chaque métier sur un tournage est primordial. C'est ça, tu vois, toutes les dépenses d'un film, enfin la majorité des dépenses d'un film, c'est les salaires. Donc chaque personne que tu vas avoir sur un plateau de cinéma, elle est importante. Sinon, elle serait pas là. Le régisseur qui va chercher le comédien le matin, il est ultra important parce que s'il est pas à l'heure, le comédien il est pas à l'heure. Tout le monde, le ventouseur qui va ventouser le décor, qui va gardienner, il est ultra important. Tous les postes sont importants. Il n'y a pas de métier qui n'est pas important sur un plateau. Je voulais revenir sur un truc tout à l'heure par rapport aux effets visuels justement. Toi, est-ce que ça a changé ta façon de voir les choses ou d'appréhender un décor ou la manière dont tu pourras composer ton cadre, le fait de pouvoir mettre des fonds verts, de justement pouvoir faire appel aux effets visuels, tu vois, peut-être sûrement plus aujourd'hui qu'avant. Alors ouais, oui, ça ouvre le champ des possibles. Après, les effets visuels, ça a un coût. Donc sur certains films, tu as des effets possibles. Sur d'autres, il n'y a pas l'argent pour. Donc tu vas peut-être sur un certain film où tu aurais pu utiliser des VFX pour masquer quelque chose ou faire une extension de décor. Sur d'autres films, tu n'as pas le budget pour. Donc là, tu vas chercher d'autres solutions plus artisanales pour avoir le même résultat. Mais oui, bien sûr que les VFX ont ouvert la créativité parce que tu peux faire énormément de choses. Donc et là, pareil, tu vois, sur le plateau, le superviseur des VFX est très important et on parle beaucoup ensemble sur chaque scène qui implique des VFX parce que la lumière que je vais produire sur le plateau, lui va devoir la recréer en numérique. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de Soudain Seul, on avait une scène où ils doivent chasser des manchots sur une plage, et tous les manchots ils sont faits en numérique. Donc quand on tournait, on a planté des centaines de bâtons avec des balles de tennis dans le sol, et après ils ont été remplacés en numérique. Et le superviseur, il a pris énormément de photos de l'ambiance lumière, parce qu'après, dans son logiciel, pour que l'effet visuel soit photoréaliste et que tu y crois en tant que spectateur, il faut qu'il reproduise l'environnement lumineux du décor. Donc c'est là où ma relation avec lui est importante, parce que pour que l'effet visuel fonctionne, il faut que l'intégration de son effet dans la lumière du décor soit bien prise en compte. Donc par exemple, il va me dire, là, peut-être que la lumière, il y a trop de lumière de face, peut-être que si on est plus à contre, le personnage, le VFX qu'on va faire sera mieux intégré. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as de telles puissances de calcul que les effets, ça s'est simplifié, mais ça reste des gens derrière, c'est beaucoup de gens quand même, derrière des VFX, et les gens pensent à tort que c'est c'est très simple, mais ça reste un travail très complexe. Et surtout qu'il y a un coût. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi ? Alors, peut-être que ce soit en prépa et en tournage. Alors en prépa, la prépa, il y a beaucoup de repérage, donc du décor. Par exemple, quand moi j'arrive sur un plateau de tournage, le décor, je l'ai vu au moins 2 fois avant. Donc je l'ai vu une première fois avec le réalisateur.
en repérage artistique pendant la préparation, où on va visiter, par exemple, tu dois filmer dans une maison, sur photo, le réalisateur il va choisir les décors qui l'intéressent, grâce au travail du repéreur, qui va lui soumettre, je dis n'importe quoi, 5 maisons, 10 maisons, et il va dire, voilà, ces 3-là m'intéressent, allons les voir en vrai. Donc là, on va voir les décors, soit le réalisateur il va tout seul, ou avec l'assistant réalisateur, soit je peux être aussi présent. Et après, par exemple, c'est ok, on aime bien cette maison, moi je vais aller voir le décor. Et par exemple, là, j'ai eu le cas de figure, on a visité une maison qui était intéressante, mais pour des questions de plan de travail, on a des scènes de nuit qu'on ne peut pas faire en nuit, parce que ça coûte trop cher, les équipes en nuit. Donc on doit faire une fausse nuit, donc on doit borgnoler la maison pour faire croire qu'il fait nuit dehors. Borgnoler, c'est mettre des draps noirs en fait sur les fenêtres. Et par exemple, il y a des décors où c'est trop complexe ou trop coûteux. Donc moi là, je peux dire, cette maison elle est possible, mais pour borgnoler cette maison, ça va prendre tant de jours avant, tout ça. Donc après, c'est des arbitrages financiers. Donc là, moi artistiquement, je visite la maison avec le réalisateur. On discute ensemble avec le chef décorateur ce qu'on va faire, quelle scène on va tourner, où est-ce qu'on va le faire, où est-ce qu'on va placer les meubles, tout ça. Une fois que un décor est validé, il y a les repérages techniques. Donc moi je vais revoir le décor avec mon chef électricien, mon chef machiniste, la déco, où on va dire voilà, tel meuble s'en va, on met telle chose là, telle lampe on va la mettre ici. Mon chef électricien, on discute ensemble de comment on va éclairer chaque scène. Et avec le chef électricien et le chef machiniste. Tu vois, la semaine prochaine, je suis en repérage technique. Et en 3 jours, on va visiter tous les décors. Et dans chaque décor, on doit déterminer en amont l'installation technique qu'on va faire. Parce qu'après, par exemple, tu dois aller voir la production et dire, voilà, là on tourne dans un décor qui est au 2e étage. Je voudrais mettre de la lumière par l'extérieur. Donc, il faut que j'accède à l'étage du dessus, ou il faut que j'ai une nacelle dans laquelle je vais mettre de la lumière. Il faut louer cette nacelle. Enfin, tu vois, après, il y a toute une logistique qui se met en marche et qu'il faut pouvoir anticiper. Tu peux pas arriver un matin et dire tiens, je voudrais mettre une nacelle là avec un projecteur. Non, il faut avoir loué la nacelle, il faut avoir réservé le parking en bas. Enfin, voilà, c'est tout. Après, après les repérages techniques, il y a tout un listing qui est fait par décor en disant pour tel décor, on a besoin de tant de personnes, tel matériel. Enfin, voilà. Après, c'est toute une organisation logistique. Et après, tu me demandes. Donc, ça, c'est en prépa. Donc, j'ai un mélange de repérage. Là, par exemple, j'ai fait des essais caméra. Donc, je vais filmer un décor avec différentes optiques, différentes caméras pour voir le meilleur rendu. Je vais aller la voir dans une salle avec l'étalonneur. On va faire des réglages. On va trouver un look du film. Donc, ça fait partie de la prépa. Et la grosse partie après de la préparation, c'est le découpage avec le réalisateur. On passe le scénario en revue et de dire voilà, telle scène, on va filmer cette scène à l'épaule, sur 2 lits, au steadicam, avec une grue. Et tu déroules tout le scénario et tu fais évoluer ton langage, ta grammaire cinématographique en fonction du film. Et tout ça se passe en prépa. Arrive le tournage. Donc une journée de tournage, par exemple, si un horaire classique au cinéma qui est de 9h à 18h. Donc 9h, c'est ce qu'on appelle le PAT, qui est le prêt à tourner. Donc c'est la première fin. 9h, tu es censé appuyer sur la caméra et tourner à 9h. Donc pour ça, soit tu arrives 1 heure en avance ou 2 heures en avance, selon les décors. La régie arrive, tout le monde installe le décor. Moi, mes électriciens arrivent, toute mon équipe arrive, on met en place le premier plan, la lumière, voilà, faut sortir le matériel des camions, voilà, tu prépares ton premier plan, tu tournes jusqu'à midi, t'as ta pause déjeuner d'1 heure, tu reviens, la fin de journée, si t'es pas en retard, si tout va bien, donc tu finis vers 18h. Souvent, je reste une bonne heure après la fin du tournage pour récupérer les images de la journée, pour parler du lendemain. Si on est dans le même décor, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le premier plan demain matin, comment on va le préparer, est-ce qu'il y a des choses à anticiper. Donc souvent en prépa, à ta pause déjeuner et à la fin de journée, tu vas gérer tu vas gérer la logistique des jours suivants. Par exemple, la prod qui vient te voir et qui te dit
Le décor d'après-demain, on avait le droit de mettre les projecteurs chez le voisin pour éclairer notre décor. Bah là, il veut plus. Donc, faut qu'on trouve une autre solution. Donc après, tu dois gérer tout ça. Donc ça fait des bonnes journées parce que si par exemple tu commences à 9h et que tu dois être à 7h sur place mais que le décor est à 1h de chez toi, bah tu pars à 6h. Donc tu vois, après, ça n'inclut pas les heures de transport. Pour toi, quelle a été là ou les choses les plus challengeantes que tu aies vécues sur un projet ? Après, c'est souvent dû à des contraintes techniques. Par exemple, novembre, on a tourné donc au mois de juin pour des raisons de plan de travail, de disponibilité de comédiens. Et je sais pas si dans la scène d'assaut finale, on a une partie qui est en studio, dans la cage d'escalier, et toute une partie qui est à l'extérieur. On a tourné donc dans une vraie rue. Et on avait très peu d'heures de nuit, on avait 5 heures de nuit, je pense. Tu vois, en plein été, au mois de juin, je crois que c'était le pire, c'était le 21 juin. Et il devait faire nuit à 23h, et à 4h30 du matin, le ciel commence à s'éclaircir. Donc le challenge, il était de réussir à faire les nombreux plans qu'on avait à faire dans un temps très court. Donc c'est souvent ça en fait les challenges. Après t'as d'autres challenges techniques où quand t'imagines une scène très complexe en studio, en publicité ou même en long métrage, hein, tu t'imagines une installation et quand t'arrives et que tu stresses un peu de savoir est-ce que ce que t'as imaginé dans ta tête, quand tu vas le mettre en pratique, est-ce que ça va fonctionner ? Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? J'en ai vécu plein, mais par exemple, tu vois, novembre, déjà d'être sur le film, c'était une chance. Et de par le sujet, après on est allé à Cannes, tu sais, il a été présenté à Cannes. Et ce qui était beau, c'est c'est l'aventure collective et à la fin se retrouver avec l'équipe à Cannes pour présenter le film. C'est les meilleures conditions possibles dans le Grand Théâtre Lumière. C'est une des plus belles projections que tu puisses avoir. Et c'est ce moment-là où tu présentes le film aux autres qui est un beau moment. Donc c'est ces moments-là qui sont beaux. Le film de Jeanne Herry, je verrai toujours vos visages. C'est aussi été un beau moment parce que je sais que le film il a marqué les gens et qu'il a touché beaucoup de gens. Le film est touchant et moi j'ai été fier d'avoir travaillé sur un film comme ça qui parlait d'un sujet important. Et donc tu te dis, je contribue à quelque chose qui est intéressant. Tu racontes une histoire, mais qui peut faire évoluer les lignes, donc c'est intéressant. Et après, c'est les tournages aussi qui sont des beaux moments, humains, parce que tout le monde est très concentré et c'est très intense. Et ça dure très peu de temps, mais t'as un vrai lien qui se crée avec les gens. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Étalonneur. Étalonneur, ça pourrait être intéressant. Après, c'est un métier qui est assez solitaire parce que ils sont soit seuls dans la salle quand le chef opérateur ou le réalisateur n'est pas là, mais c'est un poste qui est très très important. Enfin que moi c'est une des premières personnes que j'appelle quand je suis confirmé sur un film. J'ai mes chefs de poste que j'appelle et l'étalonneur aussi. Parce que tu crées des affinités avec certains et je sais que l'évolution de mon image sur les films, elle est faite avec un étalonneur aussi. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.